Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire d'information organisé par le Handipact Nouvelle-Aquitaine, qui est un dispositif régional du FIP. Alors cet après-midi, nous serons ensemble pendant environ 1 heure, donc jusqu'à 15 heures environ, pour découvrir les établissements et services de préorientation, les ESPO, les établissements et services de rééducation professionnelle, les ESRP, et les unités d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et professionnelle, les WEROS. Alors, tout le long du webinaire, on va plutôt les appeler par leur acronyme pour ne pas rallonger le temps. Donc, on parlera d'ESPO, ESRP et WEROS tout du long. Vous l'avez vu, vous avez accès à un chat. N'hésitez pas à vous en servir. Avant de commencer, je vais juste vous donner quelques règles du jeu pour que tout se passe bien. Alors, ce webinaire, je vous l'ai dit, il a une visée informative. Donc, sur un format plutôt court, 1 heure, on ne pourra pas rentrer forcément dans le détail des plus minutieux de tous les sujets. L'idée ici, c'est d'avoir une vue d'ensemble et notamment vraiment de découvrir, d'avoir le temps de découvrir ces 3 établissements. Du coup, vous comprendrez, on ne pourra malheureusement pas traiter des situations individuelles de chacun. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, dans le chat, de ne pas forcément citer de noms de personnes, d'établissements ou toute autre information à caractère personnel. On identifiera ensemble, lors de ce webinaire, les interlocuteurs ressources vers qui vous pouvez vous diriger justement pour échanger sur ces situations individuelles. Après, ce webinaire, il a été aussi construit autour des questions que vous avez fait remonter lors de votre inscription, notamment vos attentes. Donc, soyez attentifs à l'écoute. En général, vous allez sûrement trouver réponse à vos questions au cours de l'intervention. Toutefois, si jamais certaines de vos questions restent sans réponse, eh ben, pas de panique. Je recenserai de toute façon vos questions tout du long sur le chat. Donc, chat qui est en bas à droite de votre écran. Et je les ferai remontrer, je les ferai soumettre à nos intervenantes. Intervenantes justement que vous allez pouvoir découvrir maintenant un peu plus grand écran. Donc, je vais laisser la parole peut-être pour se présenter. Tout d'abord, j'ai la joie de partager ce webinaire avec Florence Guéry. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis la directrice territoriale Nouvelle-Aquitaine pour le FIPHFP. Et ce webinaire donc, sera l'occasion un peu de revenir sur les conditions de prise en charge, formation, rémunération que peut faire le FIP. Ce que je vous propose peut-être, dans la mesure où on a une évolution réglementaire avec parfois des réponses qui restent encore, j'allais dire, un peu work in progress, c'est peut-être d'ores et déjà, si vous avez des questions, de les poser dans le chat. Moi, j'essaierai d'y répondre. Et puis, si je n'ai pas forcément les réponses, en tout cas, l'idée de ce webinaire, c'est aussi de s'en servir comme objet. Nous sommes en train d'écrire une fiche support dessus qui vous sera bien évidemment diffusée par la suite. Merci. Merci Florence. Et alors, on a un duo de choc également. Vous voyez à l'écran Afida et Géraldine. Je vous laisse également vous présenter. Alors, par contre, désolé, j'ai dû peut-être couper votre micro tout à l'heure pendant la vidéo pour pas que ça fasse écho. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Afida Guelati et c'est avec grand plaisir que j'ai accepté de participer à ce webinaire pour vous présenter un petit peu notre activité. Je suis en effet directrice d'un ESPO, ESRP et d'une UOROS en Gironde, à Bruges plus précisément, puisqu'il s'agit des établissements qui sont situés sur le site du centre de la Tour de Gacy. Géraldine. Bonjour, Géraldine Dubreuil, directrice adjointe du centre ESRP de l'ADAPT à Virazeille en Lot-et-Garonne. Et je suis présente aujourd'hui au titre de la FAGER parce que je suis co-présidente de la FAGER Nouvelle-Aquitaine. Donc, la FAGER sera là pour simplifier les démarches après le webinaire. Il y a beaucoup d'établissements et de services, mais on est tous regroupés au sein d'une même fédération. Donc voilà, on va vous présenter tout ça en suivant. Merci. Super, merci beaucoup Florence, merci Géraldine, merci Afida d'être présente aujourd'hui. Profitez vraiment du fait de les avoir pour poser toutes vos questions. Pour ma part, je suis Émilie Simondé, je suis consultante au sein du cabinet ADO Conseil qui est spécialisé sur les thématiques de handicap et d'emploi et je coordonne le Handipact Nouvelle-Aquitaine. Donc vous m'avez sûrement vu lors d'autres webinaires, classes virtuelles ou rencontres en présentiel.
Pour qu'on en sache un peu plus sur vous, eh bien, je vous propose déjà un petit sondage aussi pour appréhender vos différents niveaux de connaissances. Alors, ce sondage, il va s'afficher normalement en pop-up directement sur votre écran. Voici la question que je vous soumets. Les ESPO, ESRP ou EROS, soit potentiellement vous ne connaissez pas, ou en tout cas connaissez peu, vous avez peut-être sinon une idée générale de leur offre de service, mais vous ne savez pas exactement dans quelle situation les mobiliser. Et enfin, dernière proposition qu'on vous fait, c'est peut-être que vous avez déjà établi une relation étroite avec ces établissements. Et dans ce cas, on sera ravis d'avoir vos retours d'expérience également dans le chat. Alors, vous n'avez pas, comme dans les jeux télé, la réponse D, mais toutefois, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'apporter des compléments d'information directement sur le chat aussi, en nous précisant peut-être sur quelle partie vous avez peut-être besoin de davantage d'informations, etc. Alors, je vais partager avec mes co-intervenantes les résultats un petit peu qui s'affichent pour moi à mon écran. On a une bonne majorité, on a quasiment 70% qui ont une idée générale de l'offre de service, mais ne savent pas forcément dans quelle situation les mobiliser. Donc, il sera intéressant peut-être que dans les retours qu'on va faire, ou en tout cas dans le partage qu'on va faire, c'est peut-être donner aussi des exemples dans quelle situation ça peut se mobiliser, effectivement. On a un bon 20% un bon 20%, peut-être plus autour de 15, on va dire, qui ont déjà établi une relation étroite avec ces établissements, et c'est super, vous allez pouvoir nous faire un retour d'expérience, et 15% qui ne connaissent pas du tout, et donc dans ce cas, ça sera une vraie découverte, et vous avez très bien fait de vous connecter aujourd'hui. Je vous partage le programme un petit peu des réjouissances pour cette heure. Très brièvement, on va passer environ 20-30 minutes autour de la présentation générale des établissements. Donc, pour qu'on se remette un petit peu tous, on va dire, au même niveau. Alors, à la fois pour présenter les offres de services, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces établissements, à qui s'adressent ces établissements, quelles sont les cibles, quels sont les bénéficiaires, comment on y accède également. Et enfin, effectivement, comme le disait Florence tout à l'heure, comment ça se passe en termes de prise en charge, quel statut, quelle rémunération, quelles aides du FIP on peut potentiellement mobiliser. Et puis, la deuxième et troisième partie se feront sur des temps plus courts, 10 minutes chacune, où on fera, enfin Géraldine surtout fera un zoom sur les établissements de la Nouvelle-Aquitaine pour vous préciser effectivement sur vos départements quel type d'établissement vous allez retrouver et quelle, par exemple, formation plus particulière vous allez pouvoir retrouver d'une zone à l'autre. Et puis, on aura la chance d'avoir un retour terrain avec Afida qui nous donnera un exemple de ces établissements avec la tour de Gassiès. Effectivement, qu'est-ce qu'on retrouve précisément à l'intérieur? Je regarde si jamais dans le chat, si j'ai perdu tout le monde, a priori, ce n'est pas encore le cas. Pour commencer, du coup, cette présentation générale, pour initier cette première partie, je vous propose un petit quiz historique. Cette fois-ci, pour tester, hein, j'ai vu qu'il y en avait certains qui avaient dit qu'ils connaissaient assez bien, donc ça va être l'occasion de voir si effectivement il y a un sujet là-dessus. Alors, je vous publie le sondage. À votre avis, les établissements et services de préorientation, de rééducation professionnelle ou EROS sont-ils de nouveaux acteurs dans l'écosystème du handicap? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je vous laisse réagir. Comme tout à l'heure, normalement, c'est en pop-up. Vous allez avoir la réponse directement. Est-ce que ce sont des nouveaux acteurs dans l'écosystème du handicap? Quand je dis nouveau, hein, c'est dans les dernières années, hein, on va dire. Et je vais vous partager les résultats juste le temps que les uns et les autres finissent de se gratter la tête. Bon, a priori, il y a une grande majorité sur le faux. Le faux, Afida, est-ce que vous me confirmez cette information? Alors, attention, j'ai le micro, je crois, encore coupé. C'est bon, on vous entend. Oui, je confirme, bravo.
Effectivement. Oui, je confirme, bravo. Les ESRP, ESPO, finalement, c'est une nouvelle dénomination depuis 2020, puisque avant, nous existions en tant que centre de réadaptation professionnelle ou centre de préorientation, CRP ou CPO. Mais effectivement, ces prestations existent depuis l'après-guerre, hein, ou même avant, puisque c'est les militaires qui se sont penchés sur la question de la reconversion professionnelle des fameuses gueules cassées de la Première Guerre mondiale. Enfin, je ne vais pas rentrer dans l'histoire. Mais oui, vous avez raison. Nous ne sommes pas très jeunes, en fait, dans nos... Et alors, effectivement, on voit affiché à l'écran que si les établissements sont relativement ancrés depuis un certain temps dans l'histoire de l'écosystème du handicap, toutefois, en 2020, il y a notamment eu donc cette renomination, je ne sais pas comment on peut dire, le fait que ces établissements ont été renommés. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change quelque chose d'ailleurs? Alors, ce décret, il était attendu parce que l'objectif à travers ce décret, c'était de préciser les missions des établissements tels que les nôtres, des anciens CRP, attendu qu'il y avait eu entre les derniers textes et puis 2020, un certain nombre d'évolutions au niveau des publics accueillis, d'évolutions aussi d'un point de vue législatif, hein, puisque c'est la région qui, par exemple, a obtenu la compétence exclusive en matière de formation professionnelle des travailleurs handicapés. Enfin, il y a eu quand même un certain nombre d'évolutions qui nécessitaient une reclarification, voilà, des missions des CRP, et on en a profité pour leur redonner un nouveau nom, ESPO. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Si, je pense que c'est clair. On voit effectivement la volonté qu'il y a derrière l'évolution, mais dans les faits, effectivement, ça ne vient pas bouleverser totalement l'offre de services. En tout cas, on le verra aussi dans le détail, qu'a priori, ceux qui connaissaient les établissements avant vont quand même retrouver des offres de services qui existaient au préalable. Alors, maintenant qu'on a une idée un petit peu plus claire, effectivement, sur ce cadre réglementaire, toutefois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, sur le chat, je vous propose qu'on s'interroge sur l'accès à ces établissements avec cette nouvelle question qui va s'afficher d'ici peu en pop-up, comme vous en avez l'habitude désormais. L'accès à ces établissements se fait alors... 3 options s'offrent à vous, vous n'avez qu'une possibilité de réponse. Et si vous voulez réagir sur le chat, vous en êtes tout à fait libre. Alors, l'accès à ces établissements se fait, selon vous, par orientation MDPH, donc les maisons départementales pour l'emploi des maisons départementales des personnes handicapées, pardon, par demande de l'employeur ou du service public de l'emploi, donc Pôle emploi, Cap emploi, mission locale, ou par demande de la personne directement. Je vous laisse le temps de réagir comme tout à l'heure. Et je vais partager à mes co-intervenantes le résultat. Bon, alors on a une grande majorité, 87%, donc on a une bonne connaissance quand même de ces établissements a priori, qui nous disent que c'est par orientation MDPH. Toutefois, j'en ai aussi... environ 10% sur les deux autres possibilités. Or, qu'en est-il dans le cadre général? Comment on en vient à ces établissements? Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est notre statut qui va faire comprendre pourquoi, effectivement, les personnes que nous accueillons ici, nous les accueillons parce qu'elles nous sont confiées par les MDPH. Nous sommes des établissements médico-sociaux. Nous ne sommes pas un organisme de formation de droit commun classique. Ceci dit, le décret assouplit les conditions d'accès, le nouveau décret là, de 2020, assouplit les conditions d'accès à un établissement tel que le nôtre. On peut faire une demande directement d'un employeur ou lorsque l'on est concerné par une situation de handicap, directement dans un établissement tel que le nôtre, mais il n'empêche qu'à terme, il faudra
malgré tout, faire une démarche auprès de la MDPH dont on dépend. Voilà. Avant, c'est vrai qu'il fallait obligatoirement avoir la notification de la MDPH pour se présenter dans nos établissements et venir nous rencontrer et voir ce qu'on faisait et rencontrer les, voilà, tous les possibles, découvrir les possibles. Maintenant, on peut venir échanger et voir si ça nous correspond, enfin, si ça correspond aux personnes, faire les démarches après avec la MDPH. Donc ça, c'est en effet le décret qui assouplit tout ça. Super, merci. Alors, je regarde s'il y avait des questions par rapport à cette partie-là en particulier. Non, là pour l'instant, il y a des échanges sur la prise en charge, mais on y viendra un peu plus tard. Donc, pour l'instant, je note les questions, mais je n'y reviens pas. Ce que je vous partageais dans le support, c'est qu'en général, effectivement, il faut envoyer une demande auprès de la MDPH qui l'examine et qui oriente vers ces établissements. Donc, quand même, la majorité, enfin en tout cas l'offre de services structurante de ces établissements se fait sur orientation MDPH, mais comme vous disiez Afilda et Géraldine, il y a un assouplissement de certains recours, notamment pour déjà découvrir les établissements et sur certaines prestations, notamment les évaluations de courte durée, si je me souviens bien, il y a aussi un accès un peu plus facilité. Donc, je vous vois hocher la tête, donc a priori. Absolument. Je n'ai volontairement pas parlé de ces évaluations de courte durée parce qu'elles sont effectivement prévues dans le décret, mais elles sont en cours de construction. Nous sommes en attente d'un arrêté. C'est pour ça. Mais c'est vrai que théoriquement, vous avez absolument raison, Emeline. Pour les évaluations de courte durée, il n'y aura pas besoin de notification MDPH. Vous avez raison. Super. Alors, du coup, on comprend comment on y a accès. Par contre, qui y a accès, c'est une autre question. Alors, en termes de bénéficiaires, l'orientation, en tout cas, même si c'est sous couvert effectivement de validation de la MDPH pour la plupart de l'offre de services, a priori, vous pouvez bénéficier des services des ESPO, des ESRP et des WERO si vous êtes une personne en situation de handicap à la recherche d'un emploi ou qui envisage de se former pour changer de métier. Et ce, pour tout type de handicap, que le handicap soit de naissance, qu'il s'agisse d'un accident de la vie, qu'il s'agisse d'une maladie, etc. On vous a précisé effectivement sur le support précisément qui est concerné. Alors, petite précision, je pense qu'Afida donnera aussi, c'est que pour les WEROS, il y a une condition quand même un peu plus restrictive. Je vous laisse peut-être préciser sur ce point-là. Déjà sur les WEROS? Oui. Alors, pour les UEROS, mais ça, c'est réglementaire, c'est un dispositif qui s'adresse exclusivement aux personnes atteintes d'une lésion cérébrale. Là, on est dans le handicap invisible de personnes qui, par exemple, ont malheureusement subi un traumatisme crânien ou alors ont fait un accident vasculaire cérébral, enfin, tout ce qui touche à la lésion du cerveau. Parce que l'accompagnement et les équipes sont vraiment ultra spécialisées pour ce type de situation de handicap. Les UEROS, ce n'est pas tout handicap. Voilà. Oui, c'était important de le noter, effectivement. Alors, peut-être question ici supplémentaire. Est-ce qu'il faut une RQTH pour être bénéficiaire? Alors, théoriquement et réglementairement, pour être bénéficiaire pour intégrer un ESRP. C'est ça. C'est ça la question. Absolument. Alors, théoriquement, non, parce que l'orientation en ESRP vaut RQTH. Mais il est vrai que la pratique a vu se développer la double notification, la notification RQTH et la notification d'orientation vers un établissement tel que le nôtre. Quand la personne fait son dossier administratif auprès de la MDPH, souvent elle coche les deux cases pour l'orientation professionnelle et pour avoir la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Donc, en pratique, les personnes ont les deux. Oui, c'est ça. Je suppose, en fait, finalement, dans les personnes qui vous sont orientées, finalement, ils ont déjà coché la RQTH. S'ils ont le droit à l'orientation pour venir dans vos établissements, ils ont le droit à la RQTH. Donc, finalement, les deux se rejoignent. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais théoriquement, en tout cas, ça ne l'est pas. Les textes disent que l'orientation vaut RQTH. Ok, très bien, c'est clair. Alors, comme on avait des questions, enfin en tout cas des attentes aussi sur, comment dire, les modalités ou en tout cas les situations dans lesquelles
effectivement, on peut solliciter ces établissements. Est-ce que vous auriez des exemples à nous partager, alors dans la fonction publique de préférence, mais voilà, quand est-ce que finalement une personne soit se dit ça peut être pertinent de venir chez vous, soit un employeur se dire ça peut être intéressant qu'un agent vienne chez vous? Quelles sont les situations, on va dire, un petit peu type que vous retrouvez pour lesquelles finalement voilà, vous accueillez les personnes dans vos établissements? Alors, bon, on va prendre l'exemple de la préorientation. La préorientation, bon, vous allez en parler, on va en parler tout à l'heure, mais l'objectif de la préorientation, c'est, en tout cas pour nos équipes, d'accompagner la personne à l'élaboration d'un projet professionnel réaliste et adapté à sa situation de handicap. Hein, c'est ça l'idée. Là, on est en train de construire un projet professionnel. Alors là, on voit tous les cas de figure, parce que là, c'est tout handicap. Nous avons beaucoup de personnes, par exemple, qui ne peuvent plus travailler dans leur métier d'origine, qui arrivent des métiers du bâtiment, des métiers des transports. On a également, par exemple, l'aide à la personne, des aides à domicile, effectivement, qui ensuite rencontrent des problématiques au niveau du dos. Enfin, voilà. Donc, elles ont été déclarées inaptes. Là, je parle de salariés de droit privé. Elles ont donc été déclarées ou vont l'être, ou en tout cas inaptes, et pour la plupart ont fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique. L'idée, nous, quand elles arrivent chez nous, c'est de voir vers quelle voie, en fonction de leur situation de handicap, elles pourraient s'orienter et quel projet professionnel construire. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on voit un boulanger qui va se reconvertir dans l'informatique. C'est comme ça qu'on voit, bon, on a plusieurs cas, parce que chaque cas est un cas, hein. On personnalise bien entendu l'accompagnement, mais c'est comme ça qu'on voit une coiffeuse qui a développé des problématiques d'allergie aux produits de coloration se reconvertir et devenir secrétaire médico-social, pourquoi pas. Enfin voilà, donc l'idée, c'est nous, notre mission, c'est de les aider à négocier ce virage finalement et retrouver, valoriser leurs capacités pour pouvoir ensuite rebondir vers d'autres horizons. Voilà. Et pour les agents de la fonction publique, on les rencontre généralement quand il y a des maladies professionnelles ou des arrêts maladie longs. Voilà, c'est à cette période-là qu'on est contacté soit par le service RH, soit par la personne pour voir si on peut travailler et accompagner à l'élaboration de projets professionnels. Alors, pour exemple, là, dernièrement, nous, ici à Gassy, nous avons reçu une adjointe administrative dans la police nationale, donc fonction publique d'État. Il se trouve que c'est une personne qui était atteinte d'un trouble du spectre autistique, donc elle était autiste de haut niveau, hein, au potentiel, et finalement, bon, ben, son poste dans la police nationale n'était plus du tout adapté, puisque les contre-indications pour ce type de handicap, c'est tout ce qui touche à l'exposition au stress, au bruit, aux odeurs fortes, enfin c'est surtout le stress, quoi. Dans la police, on peut comprendre qu'il y a besoin d'une certaine maîtrise à ce niveau-là. Donc c'était plus compatible. Elle était en arrêt longue maladie, elle a pu intégrer le SPO, enfin elle a pu venir chez nous pour définir et structurer des objectifs professionnels tout en tenant compte de sa situation médicale. Au final, je vous la fais courte, au final, ben, elle a 2 projets, elle est sortie de chez nous avec 2 projets. Le premier projet, c'est de devenir animatrice père aidante et pour ça, elle suit une formation d'ores et déjà. Et le projet numéro 2, parce qu'elle ferait ça à temps partiel et l'autre partie de son temps serait consacrée à une activité qu'elle souhaite développer de rédactrice web SEO indépendante sous statut d'auto-entrepreneur. Et voilà, et nous, on la suit et ça a l'air d'être plutôt, comment j'allais dire, encourageant et favorable. Voilà. Merci beaucoup, Afida, pour ce partage et Géraldine aussi. Ou pardon, allez-y, Afida.
Je pense que depuis, mais ça je ne sais pas, il faudrait que je demande à mes équipes, mais je pense que cette personne aujourd'hui a dû être radiée de la fonction publique ou en tout cas réformée. Je ne sais pas trop comment ça se passe au niveau de son statut aujourd'hui. D'accord, mais on aura peut-être si vous avez d'ailleurs des partages similaires à nous faire dans le chat, en retour d'expérience, si vous avez déjà eu l'occasion d'accompagner des personnes qui sont passées par ces établissements, je pense que ça sera profitable à tous de voir effectivement dans quel cas de figure on peut retrouver eh bien des parcours qui passent par ces établissements. J'en profite parce qu'il y a eu une très bonne transition qui a été faite sur la suite et comme on est sur un webinaire court, toute transition est bonne à prendre. Vous avez déjà commencé à donner des éléments sur l'offre de services des ESPO. Alors, je vous laisse peut-être nous présenter effectivement qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'intérieur, quels sont les objectifs, combien de temps ça dure, etc. Et puis voilà, nous donner les informations clés à savoir sur ces établissements. Bon, mais ça fait une très belle transition par rapport au parcours de cette dame dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, elle a fait ce parcours de préorientation. L'objectif, je l'ai dit, c'était de définir son projet professionnel, de l'accompagner pour la définition de son projet. Alors, comment est-ce qu'on fait? La personne est accompagnée par une équipe pluridisciplinaire. C'est ce qui fait notre singularité. Et cette équipe pluridisciplinaire est composée de formateurs, de conseillers en insertion professionnelle, mais également, d'où notre statut d'établissement médico-social, de médecins, d'assistantes sociales, de psychologues. Donc, c'est véritablement un accompagnement de la personne, mais prise dans sa globalité. Je veux dire, on n'est pas un centre de bilan de compétences. C'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est ce qui fait vraiment notre particularité. Ensuite, une fois qu'on a des pistes et qu'on apprend à la personne aussi à faire le deuil de son ancien métier, et ça, je vous assure que sur le plan psychologique, c'est pas facile pour les gens d'apprendre qu'ils ne peuvent plus exercer leur métier. Eh bien, il y a des pistes. Et les pistes, on va les vérifier en faisant des stages en entreprise, systématiquement. Ce sont des enquêtes métiers, ce sont des stages de découverte, de nouveaux métiers pour voir si véritablement le métier vers lequel on penserait pouvoir s'orienter est compatible avec la situation de handicap. Et bien sûr, le médecin est très présent puisque c'est lui qui, à terme, va dire si voilà, c'est envisageable, enfin, s'il va valider ou pas le projet en question. Et une fois que le projet est élaboré, eh bien, l'équipe pluridisciplinaire aide la personne à élaborer un plan d'action pour pouvoir atteindre son objectif. Et le tout se fait entre 8 et 14 semaines. En général, c'est plutôt 12 semaines. Et voilà, j'espère avoir été claire. Alors, j'en profite puisque vous êtes sur la durée. Quelqu'un me demandait, Isabelle me demandait si, puisque ça peut se faire sur 14 semaines, sur 24 mois, est-ce que ça signifie qu'on peut interrompre et reprendre plus tard? Absolument. C'est ce que nous offre le nouveau décret. C'est ce que nous permet le nouveau décret. On peut effectivement suspendre un parcours puisque le parcours peut se faire en continu ou en discontinu. Super. On nous demande également quels sont en tout cas les possibles délais d'attente pour un ESPO, sachant que je suppose que ça dépend peut-être aussi des établissements. Alors en Gironde, moi je vais parler de la Gironde, mais peut-être que toi Géraldine, tu pourras parler de la Nouvelle-Aquitaine. Oui. Moi ce que je peux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, nous sur Gassy, on a, à partir du moment où on a obtenu la notification MDPH d'orientation pour un parcours de préorientation, en 3-4 mois, on peut intégrer l'établissement, sachant qu'en plus, nous assurons aussi un service d'hébergement pour ceux qui habitent loin. On retrouve voilà, les mêmes délais pour l'Aquitaine, avec aussi dans chaque établissement la possibilité d'être hébergé. Donc, ça facilite les démarches. C'est assez rapide. Génial. Alors, j'avais également une question. Oui, tout est relatif, mais il faut quand même se préparer, se dire qu'on va être interne. Donc, du coup, 3-4 mois, ça permet aussi voilà, de gérer la famille, l'environnement. C'est un délai qui est correct. Oui.
J'avais aussi noté dans les questions, mais je ne sais pas, enfin, peut-être que c'était déjà suffisamment explicite. Avec Afida, vous aviez parlé de plan d'action, mais Audrey demandait qui aide à concrétiser le projet professionnel après la période au sein de l'ESPO. Alors, nous avons des formateurs. Nous avons des formateurs qui assurent le suivi des personnes pour l'élaboration, pour la construction même, et la mise en œuvre finalement de leur projet. Alors, ça peut être, la plupart du temps, c'est que les personnes, pour pouvoir se reconvertir, il faut qu'elles suivent une formation. Donc, nous, on prépare, on se met en lien avec le centre de formation ou l'autre ESRP susceptible de dispenser la formation en question. On s'assure de l'inscription, voir comment, voilà, ça peut se dérouler. Ça peut être également un relais avec d'autres établissements, mais tout va dépendre du projet, en fait. C'est très compliqué de se… Et on ne fait pas de rupture. Il n'y a pas de rupture. L'accompagnement est prévu pour la suite. Super. Ça répond bien à la question. Effectivement, je pense que la question, c'était de savoir est-ce que la personne est lâchée dans la nature derrière ou est-ce qu'il y a quand même un accompagnement. L'idée, c'est d'aller au bout d'une inscription dans un autre établissement s'il y a besoin d'une formation. Enfin, on ressort avec les documents un peu clés en main, quoi, ou la suite du parcours. Et d'ailleurs, il en va de notre obligation, puisque dans le décret de 2020, il est prévu un suivi pendant 2 ans, je crois, de la personne, ou même c'est pareil pour l'UOROS. Donc voilà, il y a un suivi qui est prévu une fois la sortie. Mais bon, c'est vrai, et ça, là-dessus, il faut être… en général, on ne nous sollicite pas plus que ça. Si le projet a bien été construit, en général, il n'y a pas beaucoup de suivi en pratique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de besoin, tout simplement. Là, vous voyez la personne dont je vous parlais tout à l'heure. Depuis septembre 2022, elle intervient dans une structure en soutien pour se préparer à devenir père aidant. Elle suit une formation et on l'a accompagnée pour tout ce qui touche à son inscription et tout ça. Et apparemment, ça marche bien. Elle va se former aux techniques d'animation. Elle va, enfin voilà. Donc tout ça, on le suit, on est en lien avec eux et s'il y a une difficulté particulière, on intervient. Mais il est vrai que nous, les politiques publiques actuelles nous incitent fortement, nous, en tant qu'établissement médico-social, et on y adhère, à développer l'autonomie des personnes. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'autodétermination. Il faut que la personne apprenne à être autonome. Mais on est là en filet de sécurité, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre 2 questions à la volée et qui va faire une parfaite transition avec l'offre de services des ESRP. Alors déjà, on avait une première question de Adeline qui nous demandait est-ce que les ESPO sont ouverts à tout type de handicap ou seulement les cérébro-lésés? Et je vous confirme, Adeline, que c'est ouvert à tout type de handicap. Ça sera seulement les WEROS qui seront voilà, vraiment ciblés sur les cérébro-lésés. Et deuxième question que je prends à la volée, c'est quelle est la différence entre les ESPO et les ESRP? Et bien ça nous fait une parfaite transition pour que vous puissiez présenter l'offre de services finalement et qu'on voit les différences. J'y vais ou j'y vais? Oui, vas-y, je ferai la tâche. Bon, alors, le SPO, on l'a dit tout à l'heure, l'objectif, c'est de construire un projet professionnel. Les ESRP, établissements et services de réadaptation professionnelle, l'objectif n'est pas le même. L'objectif, c'est de former en vue d'une insertion professionnelle. Donc, la plupart, c'est véritablement d'apprendre aux personnes, la plupart du temps d'ailleurs, au moyen d'une préparation spécifique et pourquoi pas également la formation qui aboutit à terme à une qualification ou une certification reconnue par le ministère du Travail. Voilà. Donc, la grande différence, finalement, c'est les objectifs. Dans l'un, il s'agit de construire un projet professionnel et pour les ESRP, l'objectif, c'est de former et de préparer à l'entrée et c'est une préparation à l'insertion professionnelle. Voilà. Donc,
Pour ça, on évalue les aptitudes, les capacités, les limites. On prépare des formations dans tous les secteurs d'activité du BEP, si on prend les repères éducation nationale avec des niveaux de BEP à Bac+5, des titres professionnels de tous les niveaux, hein, c'est-à-dire de 5, il y en a 6 niveaux, oui, 5, mais, 6, oui, enfin oui, bon, peu importe. Ensuite, toutes les formations qualifiantes ou certifiantes font l'objet de stages en entreprise. Il est vrai que les entreprises sont nos partenaires privilégiés, qu'il s'agisse d'employeurs privés ou publics. Et ensuite, la prestation que nous proposons, évidemment, mais ça c'est tout au long du parcours, c'est l'accompagnement à la recherche d'emploi, parce que l'objectif, c'est pas d'obtenir son titre, l'objectif, c'est d'être inséré. Et comme pour le SPO, avec le SRP, il y a un accompagnement, même une fois que la personne a passé son titre, son diplôme, par exemple, elle peut être accompagnée, si besoin, pendant l'année qui suit. Donc voilà, il y a quand même toujours un accompagnement. Super. Alors, j'ai des questions également qui viennent compléter. Virginie nous demande, est-ce que l'ESRP vient naturellement suivre l'ESPO en termes d'accompagnement, finalement? Non, pas forcément. Non. Donc, tout le monde ne fait pas de SPO. Il y a des personnes qui trouvent un projet professionnel, ben, des fois, parce qu'elles avaient un projet personnel. On dit quand il y a un handicap ou un projet de reclassement, des fois c'est subi quand on doit se reclasser. Et des fois, il y a des personnes qui très tôt se disent, ah ben moi j'avais envie de tel métier et finalement je vais essayer de tenter de le faire. Et si c'est validé, les personnes trouvent leur projet professionnel seul. Il y en a qui le travaillent des fois avec Cap Emploi, Pôle Emploi, la mission locale ou les services RH pour la fonction publique. Donc il y a ce… Oui, et puis de toute façon, c'est à la base, c'est la MDPH qui oriente pour un parcours de préorientation et comme tu dis très justement, toutes les personnes ne font pas un parcours de préorientation avant d'intégrer un ESRP. Voilà. Et après, pour rentrer en ESRP, c'est comme pour les autres dispositifs qu'on vous présente. La différence avec le droit commun, c'est le besoin d'accompagnement médico-psychosocial. Donc, le travail de deuil, la recherche de logement, la famille, enfin, le soutien familial, enfin, voilà, tout ce qui change quand on doit changer de métier, tout ce qui est lié à un accident de la vie, qui fait qu'il y a tout un travail à faire en plus du projet de formation. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas un centre de formation et qu'on est des centres du secteur médico-social. Parce que les personnes qui viennent chez nous, c'est parce qu'elles ont besoin de ça. Donc, des fois, on en a besoin en première étape sur la recherche de projet avec le SPO. Et après, soit les formations ne sont pas dispensées dans nos établissements, soit le besoin d'accompagnement médico-psychosocial n'est plus d'actualité. Donc, on est ouvert à tout. Il n'y a pas de lien systématique. Il n'y a pas de lien systématique, mais du coup, si la personne souhaite passer de l'ESPO à l'ESRP, il est nécessaire d'avoir une notification MDPH. Exactement, absolument, tout à fait ça. Tout à fait. Oui. Je pense que c'est clair. En tout cas, n'hésitez pas s'il y avait d'autres questions sur ce point-là. Sophie nous demandait que vis-à-vis du nouveau décret, est-ce que les phases préparatoires ou préqualifiantes, est-ce qu'elles sont toujours maintenues? Absolument. Oui. Et j'ai envie de dire d'autant plus, puisque l'idée, c'est quand même de sécuriser au maximum le parcours des personnes. Et on s'aperçoit que dans nos publics, l'école, parfois, ça remonte à loin et il y a quand même de réels besoins de se remobiliser par rapport notamment à tout ce qui touche aux compétences de base. Également aussi, et ça on le voit en pratique, on voit qu'on reçoit des personnes qui sont de plus en plus confrontées à des problématiques d'électronisme. Voilà, on est dans une société où tout va très très vite. Le numérique, l'ordinateur, c'est pas familier pour tout le monde, surtout pour ce type de public. Il faut vous dire qu'en moyenne, les gens que nous recevons sont âgés à peu près de, allez, on va dire 43, 44, et plus ça va, plus la moyenne d'âge augmente. Donc, c'est vrai que on se rend compte qu'il y a des besoins, ne serait-ce parfois que pour pouvoir suivre dans de bonnes conditions un parcours de préorientation, parce que nos outils maintenant sont quand même aussi, nécessitent non pas la maîtrise, mais de savoir utiliser un tant soit peu l'ordinateur. Voilà. Alors la préparation, c'est
C'est très, très important. Voilà. On remarque également qu'on a des publics qui sont en situation d'illettrisme aussi. Hein. Donc, on a, nous, à GACI, mais j'aurai l'occasion tout à l'heure d'en parler, mais développer un programme spécifique pour ce type de personnes. Enfin, voilà. Donc, merci en tout cas pour cette question, parce que c'est fondamental, la préparation. De mon point de vue, ça conditionne la réussite au bout du bout. Ouais, c'est quasi systématique de faire des préparations ou des préparatoires sur quelques mois avant une formation. Et vous avez eu un remerciement de Sophie pour la réponse d'ailleurs. Vous avez parlé aussi tout à l'heure, enfin en tout cas moi j'ai envie de faire un relais puisqu'on a des employeurs publics qui sont présents dans l'assistance. Est-ce qu'ils peuvent se rapprocher de vous, enfin ces établissements, donc les employeurs publics, pour, par exemple, faire du sourcing pour leur candidat TH? Et ça fait aussi écho avec la question de Marion qui est comment les ESRP élaborent leur offre de service en termes de formation pour tenir compte des besoins de recrutement et des enjeux d'évolution des métiers. Alors là, on est obligé, et c'est bien, voilà, d'évoluer en fonction des besoins en emploi. Donc et ça sur tout le territoire. Donc des établissements comme les nôtres, qu'il y en a sur tout le territoire national. Et donc du coup, c'est aussi comme ça qu'on arrive à avoir un maillage de métiers assez important. On vous en listera tout à l'heure. Et après, donc les personnes qui sont en formation chez nous font des stages. Donc, c'est vous, si elles sont en reclassement professionnel, elles peuvent faire les stages dans vos services ou dans d'autres services. Et après, nous, on travaille beaucoup avec la fonction publique aussi. Quand on a une personne qui veut être secrétaire, assistante médico-sociale, qui va aller faire des stages en EHPAD, dans un CMS, dans une mairie, peut-être pas pour si c'est médico-social dans une mairie d'ailleurs, mais bon voilà, dans la fonction publique. Et là, ça peut vous permettre, vous, de jouer le jeu, de former et d'accompagner des personnes reconnues travailleurs handicapés en reclassement, mais aussi d'avoir un sourcing et d'anticiper vos prochains recrutements, quoi, grâce à ces personnes-là que vous pouvez rencontrer. Donc, ou vous les rencontrez par les stages, ou alors vous nous contactez en fonction des métiers que l'on prépare et on voit les personnes qui peuvent correspondre à vos besoins, quoi. On est vraiment sur le double tableau, quoi. Super. En tout cas, on comprend qu'il y a tout intérêt à venir toquer à votre porte. Alors, oui. Je vois que le temps file, alors je passe sur l'offre de service des Oueros, si ça vous convient à tous, pour préciser effectivement comment ils se distinguent par rapport à ces deux autres établissements qu'on vient de parcourir. Alors, les UEROS, sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, il y en a 3, dont une qui est située au centre de la tour de Gacy. Ce sont des unités, comme je le disais tout à l'heure, hyper ultra spécialisées pour l'accompagnement des personnes qui ont été atteintes finalement d'une lésion cérébrale. Pareil, le dispositif consiste en une évaluation des aptitudes, des capacités. Attention, là, on est la plupart du temps dans du handicap invisible. C'est souvent des problématiques, par exemple, mnésiques. On oublie, les personnes oublient. Ça peut être également des troubles du comportement. Enfin, voilà, il y a toute une série de séquelles liées à l'accident qui font que c'est pas toujours simple pour une personne cérébrolésée à la fois de s'insérer, voire même, et c'est souvent aussi là qu'on intervient, d'être maintenu à son poste une fois l'accident intervenu. Pourquoi? Parce qu'il y a son entourage se dit mais elle va pas bien, mais elle a changé, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit 10 fois qu'il fallait faire ça, elle me dit oui à chaque fois, mais elle est feignante. Eh ben non, en fait, elle n'est pas feignante. C'est une des séquelles de la lésion cérébrale. Donc, nous, on évalue tout ça et en fonction de ça, on met en place, avec une équipe bien entendu pluridisciplinaire, toute une série d'actions pour réentraîner les capacités cognitives de la personne en lien avec aussi son entourage professionnel, mais également familial, parce qu'il y a parfois un impact aussi sur la famille quand on souffre de ce type de trouble. Alors, quand c'est possible, on construit un projet d'insertion professionnel. Ou alors, quand c'est pas possible, au regard de la nature des séquelles de la personne liée à l'accident, quand c'est pas possible, on accompagne vers une insertion sociale,
Il y en a qui finalement terminent le parcours de l'UOROS avec un projet de travailler, d'œuvrer en tant que bénévole au sein d'une association, enfin voilà. Mais au moins avoir une utilité sociale ou alors intégrer un groupement d'entraide mutuelle, qu'on appelle dans notre jargon le GEM, pour quand même ne pas rester isolé. Et voilà, c'est une façon aussi de se sociabiliser. Ensuite, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de l'UOROS, ce sont des unités, il y en a quand même 33 sur le territoire français. Hein. Ce sont des unités qui sont peu connues, mais qui sont vraiment adaptées et spécialisées dans la lésion cérébrale. C'est de l'hyper-spécialisation pour l'accompagnement dans l'insertion sociale et professionnelle. Ouais. Et le travail au deuil si le projet professionnel n'est plus réaliste. Alors, vous voyez, là, actuellement, à l'UOROS, chez nous, nous avons un professeur de mathématiques qui a été victime d'un AVC. Parce que je pensais à la fonction publique, là, c'est la fonction publique d'État, mais voilà, un AVC, voilà, et là, il est en train nous, on l'accompagne, on essaie de voir comment est-ce qu'on va pouvoir réentraîner ses capacités cognitives, sachant que lui, son projet, ce serait de passer la grègue. Voilà, et on essaie de voir comment est-ce qu'on va pouvoir l'accompagner dans son projet. Mais c'est vraiment ultra spécialisé. Et on a des personnes qui arrivent de tous les horizons. On a eu on a eu, je pense par exemple, un directeur de banque, on a eu… je pense beaucoup dans le bâtiment. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas les mêmes caractéristiques que le public de l'ESRP. Pourquoi? Parce que le niveau est en général supérieur. Mais parce qu'un AVC, ça peut arriver à tout le monde. Voilà, tout simplement. Merci pour ces éléments. Comme je sais qu'on a eu beaucoup de questions en la matière et que je sais que Florence a un train et je ne voudrais pas qu'on loupe sa partie à elle, je vous propose de passer sur les aides du FIP sur ce type d'établissement, sur ce type de situation. Oui, merci Emeline. Alors peut-être juste faire un rappel rapide un peu au niveau des aides du FIP sur, on va dire, la question de la formation au sens large du terme. Pour rappeler peut-être qu'au niveau de la prise en charge, qu'est-ce que le FIP prend en charge pendant une PPR? C'est uniquement la formation, c'est quelque chose qui nous est beaucoup demandé. Donc, on exclut tout ce qui est rémunération et surcoût. Par contre, dans le cadre d'un reclassement, d'un changement d'affectation pour inaptitude, les frais de formation et une partie de la rémunération peuvent être pris en charge. Attention, il faut que ça soit dispensé par un organisme externe et sont exclus de ces prises en charge tout ce qui relève de la formation continue ou qui peut être financé par un dispositif de droit commun. Et pour terminer, la reconversion d'un agent atteint d'une maladie évolutive ou dans un objectif de maintien, on prend en charge aussi formation et une partie de la rémunération de l'agent. Alors là, sur ce qui nous occupe aujourd'hui, peut-être sur la slide suivante, je vais tenter donc de répondre à quelques-unes. Merci. Oui, c'était juste effectivement, j'ai proposé, Emeline, vous avez proposé des liens que vous trouverez sur la diapo avant, qui vous permettent de voir dans le catalogue des aides exactement toutes les conditions d'intervention et aussi pour quel type, catégorie d'agents et avec quel type de restriction ou pas. Donc, sur ce qui nous occupe aujourd'hui, sur la question de la rémunération, si elle n'est pas prise en charge par la sécurité sociale, le FIP peut intervenir le temps de la formation. Sur tout ce qui est prise en charge des aménagements, s'il y a des surcoûts induits dans ce cadre-là, on pourra examiner au cas par cas ces demandes. Alors, quand je dis ça, c'est que le principe de base était que c'était exclu, mais on s'est rendu compte que dans le cadre un peu de notre vocation, j'allais dire de la philosophie du catalogue des aides, bien évidemment, il fallait qu'on regarde quelles solutions apporter. La seule petite, j'allais dire, restriction, c'est que ces demandes, elles seront examinées au cas par cas. Il n'y a pas une jurisprudence pour l'instant qui dit toutes les aides passeront et donc elles vont passer dans ce qu'on appelle un comité des aides.
Et voilà. Et la dernière question peut-être qui nous a été abordée, sur est-ce qu'on peut solliciter des ESRP sur la base du décret du 22 juillet. A priori, pour nous, il n'y a rien qui l'empêche. Voilà un petit peu peut-être ce que je voulais rapidement rappeler ou préciser sur ce qu'on peut prendre en charge. Merci beaucoup, Florence. Je regarde également s'il y avait des questions. Alors, le décret du 22 juillet, si vous n'arrivez pas bien à lire, il s'agissait des évaluations professionnelles concernant des agents publics exposés à des risques d'inaptitude. Voilà. De toute façon, vous aurez le support en complément sur ces points-là. Céline nous demande qui fait la demande de rémunération auprès du FIP. C'est l'employeur. C'est l'employeur, sauf si, dans le cas de difficulté, par exception, ça peut être l'agent. Mais la règle du FIP, c'est un fonds employeur, c'est que ça passe toujours par l'employeur. Ensuite, j'ai des compléments. Alors, on a également, merci, des personnes qui viennent en soutien sur les réponses aussi dans le chat. Donc, Isabelle précise que si la personne est en cours d'arrêt, elle perçoit des indemnités journalières et non une rémunération donc, par la région, puisqu'il y avait un débat a priori sur aussi les aides que peut apporter le conseil régional. Après, vous me détrompez ou pas, Afida, mais a priori, la règle générale, c'est qu'en général, il y a quand même l'assurance maladie intervient beaucoup sur la partie rémunération. Oui. Alors, je crois qu'il faut faire une distinction. Nous sommes financés, nous, par l'assurance maladie, parce que, voilà, les assurés sociaux, au même titre que lorsque vous êtes en maladie, ben, vous avez droit à des indemnités journalières. Et bien, si vous êtes en situation de handicap, vous avez droit à la réadaptation professionnelle. Je vous la fais simple, c'est un petit peu ça. C'est en tant qu'assuré social, donc c'est pour ça que nous sommes financés. Après, ça, c'est notre financement à nous. Par contre, à côté de ça, il y a la rémunération des personnes qu'on appelle ici des stagiaires. Les stagiaires, ils adoptent un statut quand ils arrivent ici, ils adoptent le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Et c'est à ce titre-là qu'ils peuvent bénéficier d'un droit d'option qui leur offre la possibilité d'être rétribués tout au long de leur parcours par le conseil régional. Voilà. Pas pour les agents. Alors, ça, c'est pour les salariés de droit privé. Mais étant donné que le statut de fonctionnaire ne peut pas faire état d'une suspension du contrat de travail, parce que par définition, il n'y a pas de contrat de travail, la suspension du contrat de travail, c'est réservé aux salariés du droit privé. Par contre, les fonctionnaires, on est fonctionnaires à vie. Il n'y a pas de suspension. Et c'est pour ça que le conseil régional ne peut pas se substituer à l'obligation de l'employeur public de rétribuer ses agents. Donc, et il n'y a pas de suspension de contrat de travail. Du coup, la personne continue à percevoir son traitement ou, le cas échéant, si elle est en arrêt longue maladie, eh bien, ses indemnités en tant que fonctionnaire en arrêt maladie. Et le conseil régional s'interdit d'intervenir. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire. Si. Je profite parce que, comme il y avait une question tout à l'heure aussi de Carole, parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal d'acteurs qui jouent aussi entre la MDPH, donc les établissements, l'employeur, l'assurance maladie, etc. Carole nous demandait tout à l'heure si vous, en tant que ESRP, ESPO ou EROS, vous preniez contact avec le référent handicap de la structure de l'agent, notamment pour continuer le lien, continuer l'accompagnement aussi en interne chez l'employeur. Enfin, voilà. Oui, et c'est souvent même le référent handicap qui nous contacte en premier, parce que des fois, souvent les référents essaient de voir avec nous ce qui est possible pour sécuriser le parcours avant d'en parler à l'agent, si l'agent n'a pas connaissance de ce qui existe là. Donc ça, il ne faut pas s'en priver pour nous contacter à chaque fois. Et enfin voilà, ça va dans les deux sens, quoi.
où nous, on contacte le référent, où il nous contacte, et ça peut se faire aussi, voilà, en amont pour sécuriser tout ça. Alors, moi, je serais tentée de dire oui, bien sûr, on est très ouvert à ce niveau-là, surtout qu'on a un service social, hein, faut pas l'oublier, et c'est précisément leur mission, de préparer l'entrée aussi, hein, d'un point de vue administratif, et ça fait partie, en fait, des actions que nous menons. Et j'ai envie de dire que l'employeur, on le voit aussi beaucoup à l'UROS. À l'UROS quand il s'agit d'une action en vue du maintien dans l'emploi de la personne. Parce qu'il faut expliquer les séquelles, parce qu'il faut travailler avec les équipes, avec les autres agents finalement de la personne concernée. Enfin voilà. Et oui, on est en lien avec les employeurs publics, comme privés d'ailleurs, hein, peu importe. On le voit aussi sur les besoins de formation, parce qu'on fait des fois passer un titre professionnel qui est complet, mais quand vous souhaitez reclasser la personne, vous savez déjà les atouts qu'elle a, et des fois, un module peut suffire. Donc, c'est avec l'employeur qu'on définit le module qui est nécessaire, et la personne ne va pas passer une formation diplômante qui va durer 1 an et demi, mais peut-être venir en formation pendant 3-4 mois et cibler les besoins de l'employeur. Donc, on a tous du sur-mesure, et ça, voilà, pour répondre au mieux aux besoins de l'employabilité de la personne dans sa structure. Super, alors j'ai une question, enfin en tout cas une demande de confirmation, je ne sais pas à qui envoyer la balle, mais qui demande donc un fonctionnaire en arrêt maladie, est-ce qu'il peut intégrer un ESPO ou un ESRP? On va laisser Florence. Ouais. Oui. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un appel, excusez-moi. Oui. Pas de souci, Oui. alors on avait une demande de confirmation si un fonctionnaire en arrêt maladie pouvait intégrer un ESPO ou un ESRP. Oui, a priori, il n'y a pas de blocage d'inconvénient. Non. C'est ça. Donc, il faut sécuriser le projet et après la rémunération. Le maintien, voilà, mais c'est tout. Super. Et je vois que Christelle nous dit qu'aussi les CDG se mettent bien en lien avec les ESRP, WEROS et ESPO, donc pas de sujet là-dessus. On est souvent côte à côte sur les forums aussi. Les forums emploi ou les forums dédiés au handicap, on est souvent à côté des CDG. Ouais. Oui. On nous demande aussi s'il y a besoin ou non de l'accord de l'employeur pour accéder aux établissements. Oui. Non. Ah. Bon, mais comme Mais alors, attendez. De l'accord de l'employeur public ou privé? Là, on parle du public, toujours. Public, on est bien d'accord, public. Non, a priori, il peut très bien y avoir, pendant que la personne est en arrêt maladie, il n'y a pas besoin d'une autorisation particulière de l'employeur. Pour venir chez nous? Pour venir chez nous. À ma connaissance, hein, à vérifier, mais moi, j'ai jamais eu, enfin, j'ai pas entendu ça. Je sais que dans le privé, oui, parce qu'il s'agit de suspendre le contrat de travail, mais c'est un texte qui le prévoit dans certains cas. Donc l'employeur privé, il est obligé de s'y soumettre. À ma connaissance, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de réglementation spécifique pour la fonction publique. Donc, on n'a pas forcément besoin de l'accord de l'employeur. De mon point de vue, c'est à la personne d'agir. Mais bon, sous toute réserve. Si jamais on a un employeur présent qui a eu cette problématique, qui n'hésite pas à partager, comme ça fera aussi un retour d'expérience dans le chat. Oui. J'avais promis à Florence de pouvoir la libérer à 15h. Donc, je vous rappelle ce qu'elle nous disait aussi au tout départ, hein, c'est qu'il y a une fiche qui est en train de s'élaborer au niveau du national pour un peu clarifier justement tous ces points, les aides du FIP auxquelles vous pouvez recourir, le statut, la rémunération de l'agent. Donc, tout ça vous sera transmis au plus vite sur ces éléments-là. Voilà, et peut-être juste, moi j'ai pas mal poussé, et là on va aussi le développer, à ce que toutes ces questions qui apparaissent, on puisse aussi les intégrer dans ce qu'on appelle notre foire aux questions, qui doit être enrichie, alimentée et actualisée, et qui se trouve sur le site du FIP. N'hésitez pas à y aller et vous verrez, ça permet aussi de dégager un certain nombre parfois de confusions qu'on peut avoir. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je vous avais promis un webinaire qui durait environ 1 heure. Vous l'aurez compris, on va peut-être un petit peu grignoter. Toutefois, vous voyez que les échanges sont très riches, donc on prend le temps de répondre à vos questions. Je vous propose de passer sur la deuxième partie, donc, qui est focus
justement sur les établissements de la Nouvelle-Aquitaine, avec justement Géraldine de la Fagère, qui, vous l'aurez compris, représente cette structure où vous pouvez retrouver notamment la cartographie des établissements, qui va nous en dire un petit peu plus sur comment ça se passe au niveau local. Oui, alors la FAGER, c'est la fédération donc, qui regroupe l'ensemble des établissements de réadaptation professionnelle. Donc on la retrouve en métropole, aux Antilles, en Guyane. Donc j'avais l'idée de faire une liste à l'après-vert de toutes les formations. Mais bon, du coup, je pense que je ne vais pas le faire parce que vous les retrouverez sur le site de la FAGER. Donc l'avantage de la FAGER, c'est au lieu d'aller chercher ce que fait la Tour de Gassy, ce que fait Virazeille, ce que fait Betterette, vous allez sur le site de la FAGER et vous trouvez tout, soit par département, par région ou par métier. Vous avez plusieurs tris possibles. Du coup, quand vous recherchez des formations ou des projets, vous allez tout trouver. En Aquitaine, pour vous dire quand même, on trouve Clairvivre en Dordogne. En Gironde, il y a 2 centres. Il y a l'EPNAC à Bordeaux et donc la Tour de Gassy. En Lot-et-Garonne, Virazeille, l'ADAPT de Virazeille. On a aussi le CRIC à Pau et Jurançon et le centre à Betterette à Pau. Dans le Limousin, on a l'EPNAC à Limoges et l'ASPA à Limoges et à Aix-sur-Vienne, où ils ont, comme AFIDA qui a une spécialité sur la cérébrolésion avec les UROS, Limoges a une spécialité pour le handicap visuel et forme notamment les kinés. En fait, tout ce qui est handicap visuel lourd, c'est Limoges les spécialistes, je dirais, en France. Dans le Poitou-Charentes, on retrouve des antennes EPNAC à Angoulême, Rochefort et à Poitiers. Et à Niort, les terrasses de Niort, où il y a aussi de l'apréo et un numéros. Voilà. Les formations en Aquitaine, ça va d'agent de maintenance du bâtiment, agent d'accueil, secrétaire assistant, secrétaire comptable. Qu'est-ce que j'avais trouvé aussi en Aquitaine? Cordonnier, par exemple cuisinier, agent de restauration, ouvrier du paysage. Enfin, voilà. C'est très vaste et c'est des métiers qui sont aussi souvent, enfin, on a quelques métiers qui sont en tension. Donc, c'est intéressant pour le recrutement, le sourcing, de regarder aussi là où il y a des formations de fait sur le territoire pour aller chercher les agents dont vous pouvez avoir besoin sur certains métiers, quoi. C'est un peu rapide, mais je pense que le temps est un peu compté. Non, mais après, effectivement, c'est comme vous dites, hein, c'est-à-dire que le site de la Fagère est très bien fait. On peut filtrer par effectivement les domaines, les localisations. Donc, en fait, l'idéal, c'est que chacun aille un peu creuser ce qu'il y a autour de chez soi et même au-delà, puisque vous l'avez dit, hein, il y a hébergement possible. Hein, donc, on peut quand même aller assez loin dans les propositions. J'aurais peut-être une question à vous soumettre, Géraldine, auquel je ne sais pas si vous pourrez répondre. Mais Adeline nous demande si une antenne Weros est toujours d'actualité à Betterette, sur Betterette à Pau. Alors là, c'est moi qui si vous permettez, c'est moi qui vais répondre. Allez-y, Afida. C'est l'UGCAM, c'est le même groupe. Eh bien, Adeline est très, très bien informée. Bravo. On n'a rien communiqué encore pour l'instant. Effectivement, ça fait partie des projets de créer une antenne UROS qui serait rattachée à l'antenne de Gassy, de la Tour de Gassy, et la créer à Pau. Voilà, à Betterette, établissement qui est géré par l'UGCAM Aquitaine, Union de gestion des établissements des caisses d'assurance maladie, dont dépend Betterette et la Tour de Gassy. Voilà. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que les formations qu'on dispense sont en présentiel ou en distanciel. Donc, c'est pas le CNED, donc c'est jamais tout à distance, mais il y a quand même cette possibilité, et maintenant c'est apprécié. Après, quand on fait une formation et qu'on doit être hébergé, souvent on a l'impression que ça va être difficile, que enfin voilà, qu'on va pas y arriver, qu'il y a la vie de famille, enfin, toutes les excuses qu'on peut se trouver. Après, la formation, c'est quelque chose de très positif dans un parcours. Et souvent, les personnes qui viennent disent que c'est aussi une bulle à soi, prendre soin de sa santé psychique, travailler le deuil d'un projet professionnel. Donc voilà, c'est aussi permettre ça, des fois, de sortir du quotidien. Donc, c'est difficile. Je dis ça voilà, pour les services RH qui doivent accompagner ces changements. Après, venir visiter les centres, c'est aussi rassurant. Donc, nous rencontrer sur des forums ou venir nous visiter, c'est quelque chose souvent qui sont rassurants. Enfin, là, on voit Gassy, il y a un jardin énorme. Voilà.
et ça fait, voilà, ça peut faire du bien de voir et de nous rencontrer. Et de rencontrer des personnes. On n'a pas mis de photos, mais on n'a pas mis de photos. On aurait voulu le faire en présentiel, ça aurait eu encore plus de sens. Et je rassure, Adeline ne reçoit pas un pécule pour faire la promotion du nouveau site. J'avais une question tout à l'heure, peut-être que je peux relancer, donc qui datait d'un petit peu, mais bon, je les remonte au moment où c'est le moment le plus important. Quelqu'un nous demandait une idée du coût, on va dire, général d'une formation dans vos établissements, enfin, d'un coût type. Mais est-ce que c'est difficile? Peut-être que ça dépend vraiment tellement de la formation que c'est difficile à établir. Oui, c'est ça. Parce qu'entre kinés et agents administratifs, les plateaux techniques sont différents, les professionnels, enfin, oui. La durée de la formation aussi. À vous appeler, du coup, à appeler les établissements en fonction de la formation. Oui. Mais de toute façon, pour la fonction, enfin, si on reçoit des personnes, c'est transparent. C'est l'ARS qui fixe nos budgets et c'est l'assurance maladie qui nous finance. Donc, de toute façon, c'est public, c'est transparent. Enfin, et c'est ajusté au nombre d'heures, tout ça. Non, c'est plus compliqué que ça. Il y a un certain. Non, mais nous, on est financé en dotation globale, si ça peut être éclairant en fonction de nos objectifs et notamment d'activité. Voilà. Donc, pas de souci. J'avais en tête la question tout à l'heure, donc je la faisais remonter, mais je comprends bien que là, c'est un peu compliqué d'y répondre. Alors, je profite parce qu'on a eu une question sur vous, sur la Tour de Gacy. Notamment, vous parliez tout à l'heure du programme dédié aux personnes avec des difficultés en termes d'illettrisme. C'est l'occasion peut-être que je vous donne la parole sur justement présenter un peu plus l'établissement. Écoutez, avec plaisir, Emeline. Mais je vais essayer d'aller rapidement parce que je m'aperçois que j'ai déjà dit beaucoup de choses sur la Tour de Gacy. Alors, peut-être le slide. Voilà. Alors, je l'ai dit, la Tour de Gacy est gérée par un groupe, par l'UGCAM Aquitaine, qui est un groupement national. Qui compte 225 établissements sanitaires et médico-sociaux, experts dans des domaines pointus, les grands brûlés, l'obésité, mais ça c'est pour tout ce qui touche le volet sanitaire de l'activité du groupe UGCAM, des traumatismes crâniens, vous le voyez sur la diapo, je ne vais pas développer, je vais aller beaucoup plus vite. Pour ce qui est de la Tour de Gacy, donc, alors là, nous sommes ici dans un complexe de réadaptation. Il y a de la réadaptation fonctionnelle assurée par des équipes qui sont soumises au régime sanitaire. Donc, les patients qui arrivent, ils sont hospitalisés. Ça, c'est pour la partie sanitaire. Et à côté de ça, il y a un département médico-social que j'ai le plaisir de diriger et que je vais vous présenter. Pour ce qui est du sanitaire, souvent la Tour de Gacy est réputée et connue pour ça. C'est que nous prenons en charge la réadaptation fonctionnelle de personnes en situation de handicap lourd. Alors, nous avons un département amputé, nous avons un département neuro. Enfin, voilà. Nous avons également une spécialité qui est connue et reconnue, c'est la réhabilitation psychosociale. On ne le sait pas forcément, mais nous accueillons ici des patients en situation de handicap psychique. Depuis peu, nous avons une activité en gériatrie. Enfin, voilà. Donc, tout ça, si vous voulez en savoir un peu plus sur la partie sanitaire de l'activité de la Tour de Gacy, je vous invite vivement à aller voir sur le site. Pour ce qui est maintenant de la partie médico-sociale, peut-être qu'est-ce que vous pourriez revenir, s'il vous plaît, Emeline. Voilà. Eh bien, la partie médico-sociale, c'est l'ESRP, le SPO. Bon, maintenant, vous êtes familier avec ces termes. L'UOROS et également Andamos. On n'en a pas beaucoup parlé. Andamos, c'est une des activités aussi que sommes tout assez nouvelles, que nous développons en partenariat avec d'autres structures associatives, puisque nous avons créé depuis peu une plateforme pour mettre en place un service de l'emploi accompagné, qui est un nouveau dispositif
instituée depuis la loi El Khomri de 2016. Donc, voilà. Donc, l'emploi accompagné, c'est Andamos. Ensuite, l'UOROS, j'en ai déjà beaucoup parlé. UOROS qui est rattaché à un pôle ressources régional qui est situé à Limoges et pour lequel nous avons la chance et le plaisir de tenir une antenne, l'antenne de Bordeaux, sachant que sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, il y a 3 antennes, et bien, il y en a une au centre de la Tour de Gacy. Voilà, très schématiquement, ce qu'il en est. On peut passer à la slide suivante, Emeline. Alors, on en a parlé tout à l'heure, je disais ô combien il était important de préparer les personnes à la formation ou à l'insertion professionnelle. C'est précisément l'objectif d'une plateforme que nous avons créée à Gacy, qui vise à évaluer les besoins de la personne dans un premier temps, qui vise à l'accompagner dans l'élaboration de son projet professionnel, et puis un service ABC pour préparer l'insertion, qu'il s'agisse d'une insertion vers un organisme de formation ou alors directement dans l'emploi. Voilà. Et ensuite, Gacy, en tout cas pour le moment encore, on propose de former à 2 métiers pour le moment. Le métier d'agent de maintenance des bâtiments et le métier d'employé administratif et d'accueil. Mais c'est vrai que le métier d'employé administratif et d'accueil, nous allons arrêter cette formation puisque la formatrice va partir très prochainement à la retraite et nous avons décidé de ne pas renouveler cette offre. Et pour ce qui est de l'agent de maintenance, nous n'avons encore qu'une promotion qui va démarrer là, à la fin de ce mois, une dernière promotion et nous arrêterons également de dispenser des formations qualifiantes, des formations professionnelles. Alors, vous allez me dire, ah bon, mais pourquoi? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que aujourd'hui, les politiques publiques visent à privilégier, prioriser les orientations, et c'est bien normal au nom du principe de non-discrimination. Donc, on privilégie les orientations vers des organismes de formation de droit commun, l'AFPA, l'INSUP, voilà, qui dispensent des formations où on apprend de nouveaux métiers. Eh bien, nous, ce que nous proposons, nous, ici à Gacy, du fait, si vous permettez, de notre expertise du handicap et de notre expérience, c'est pour ceux qui en ont besoin, de venir en renfort pour tout l'aspect médico-psychosocial, de venir en renfort au moment où ils suivront une formation qualifiante au sein d'un organisme de formation de droit commun. Je ne sais pas si je suis claire. Et c'est ce qu'on a appelé le dispositif de formation accompagnée. Donc, demain, en fait, nous, à Gacy, ce que l'on va faire, c'est que l'on va accompagner la personne qui suivra sa formation dans un organisme de formation de droit commun, type AFPA, SUP, le Greta, enfin tout ça, vous le connaissez sans doute mieux que moi. Donc voilà. Et c'est pour ça que nous arrêtons, nous, de dispenser directement de la formation qualifiante. Mais ce dispositif de formation accompagnée, et là je parle sous ton contrôle, Géraldine, va être proposé par quasiment tous les ESRP de la région Nouvelle-Aquitaine aussi, je crois. Oui, on va tous le préparer, le présenter et après le faire en fonction de nos territoires et des besoins. En tout cas, on va tous y répondre. Blandine confirme qu'effectivement, les TNAC Limoges aussi proposent le dispositif formation accompagnée. Oui, tout à fait. Super. En plus, je crois qu'effectivement, ça fait partie des évolutions avec le nouveau décret qui a vraiment une volonté d'avoir que vous ayez un rapprochement avec les organismes de formation et les CFA dans une mission aussi de conseil du fait de votre expérience. Oui, absolument. Absolument. Ça s'inscrit aussi dans cette dynamique-là, oui, tout à fait. Bon, alors là, on peut passer, c'était des exemples, mais on en a déjà parlé. On peut passer, bon, l'UOROS, là, effectivement, donc, comme Emeline l'a dit en tout début, l'UOROS, les missions de cette unité sont précisées dans un décret qui date de 2009,
de mars 2009. Et c'est là où on vient préciser les missions de ces unités: accueillir, informer ou conseiller les personnes cérébro-lésées, réaliser des évaluations préliminaires à la demande d'un professionnel intervenant de sa propre initiative ou à la demande d'une MDPH. On fait également, on doit apporter aussi, lorsqu'elles en font la demande, un concours aux équipes pluridisciplinaires des MDPH. C'est des équipes qui orientent. Du fait de notre expertise, on est sollicité pour alimenter et pour aider à la décision les équipes des MDPH. Et puis également, et c'est beaucoup notre rôle, c'est d'accompagner à l'élaboration d'un projet d'insertion sociale et ou professionnelle, le cas échéant, et c'est prévu au quatrièmement, ça fait partie de la mission 4 prévue dans les textes. Voilà, je vous la fais vraiment très, très rapidement, sachant que si, quand même, il faut le dire, la durée d'un parcours UROS, c'est 3 mois renouvelables une fois, donc ça fait 6 mois en général. En général, on les utilise parce que c'est quand même très, très long de se reconstruire après une lésion cérébrale. La spécificité… Parce que j'ai oublié de faire remonter une question tout à l'heure où quelqu'un demandait s'il y avait un délai à respecter entre l'accident et la demande à faire pour entrer en WEROS. C'est une excellente question. C'est une excellente question et si vous permettez, je vais y répondre en faisant le lien par rapport à l'organisation spécifique propre à GACI de notre UROS, que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Il se trouve que nous avons créé en Aquitaine, ex-Aquitaine, ce que l'on appelle le dispositif UROS Aquitaine. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, tout simplement, c'est un partenariat renforcé, un partenariat de proximité avec 2 autres acteurs du sanitaire. Le premier acteur, c'est le CHU de Bordeaux, avec une unité spécifique pour tout ce qui touche à la neuropsy, tout ce qui touche à l'évolution et au réentraînement neuropsychologique des personnes. Ensuite, notre autre partenaire sanitaire, c'est l'ADAPT, une association, d'ailleurs, d'où vient Géraldine, une association qui est spécialisée dans la lésion cérébrale et qui gère également des services de soins de suite et de réadaptation de personnes qui ont malheureusement eu de graves problèmes au cerveau, cérébraux. Voilà. Donc, et là, l'ADAPT, cette association, elle va évaluer et réentraîner à tout ce qui touche à l'autonomie sociale des personnes. Et nous, à GACI, dans ce dispositif, dans ce triptyque finalement, notre rôle, c'est tout ce qui touche à l'insertion sociale et ou professionnelle des personnes. Ce dispositif, encore une fois, il est spécifique à l'Aquitaine. Mais grâce, et c'est pour ça que je vais, vous inquiétez pas, à répondre à la question, c'est qu'en fait, l'idée, c'est de faire en sorte de répondre au bon moment, de faire en sorte que la personne ne puisse intégrer le dispositif qu'au bon moment. Parce qu'il y a énormément de choses, de facteurs, moi je suis pas médecin, mais de facteurs qui entrent en compte pour pouvoir se reconstruire après une lésion cérébrale. Eh bien, c'est précisément grâce à l'expertise du CHU, de l'ADAPT, que ensuite, la plupart du temps, c'est en bout de course que nous, à GACI, on intervient, qu'ensuite, la personne va se consacrer à la construction de son projet professionnel, sachant qu'il y aura eu en amont toute une série de réentraînements. J'espère avoir été claire et pas trop longue. Mais toutes les étapes de la reconstruction suite aux AVC ou aux accidents sont très longues et prennent beaucoup d'énergie. Donc, c'est vrai que c'est important que la personne les fasse l'une après l'autre. Et puis, on a envie de tout faire, mais… c'est très, très personnalisé. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, pour répondre à la question, il y a des personnes qui nous sollicitent, qui prennent leur
qui voient en consultation au CHU, qui doivent attendre, qui n'atterriront, on va dire ça comme ça, pour la construction de leur projet professionnel que 2 ans après leur première consultation au CHU. Donc, en fait, ça peut être très long, comme ça peut être très court. Tout va dépendre de la situation, parce que notre préoccupation première, c'est véritablement de répondre, d'évaluer les besoins et de personnaliser l'accompagnement. Très bien, ben, merci beaucoup. Il y avait beaucoup de questions pendant ce webinaire, ce qui explique les minutes de retard et nous en sommes désolés, mais en même temps, c'est tellement riche, on aurait pu en parler encore plus longtemps et puis je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça se voit à la fois chez vous, Géraldine et Afida, que vous êtes passionnés par ce que vous faites et que vous avez vraiment, mais puis que vous avez quelque chose de très intéressant à pouvoir proposer, d'où le fait aussi que les participants avaient beaucoup de questions. Donc, pour ne pas vous laisser, on va dire, avec des éventuelles questions en suspens auxquelles on n'aurait pas pu répondre, je vous partage également les contacts et bien justement de Géraldine et Afida qui nous les ont gentiment partagés pour ce webinaire et qui se rendent disponibles pour des demandes d'informations complémentaires, etc. Une visite du magnifique parc de la Tour de Gassiès peut-être. Et avec grand plaisir. On vous partagera bien sûr le support du coup de cette rencontre pour que vous puissiez justement récupérer toutes ces informations. Comme on vous l'a dit, on vous prépare une petite fiche pratique sur les aides, tout l'aspect, on va dire, technique, administratif, en termes de rémunération, etc., à venir pour plus tard. Je vous ai partagé également dans le chat le lien vers une petite évaluation vraiment très courte. Je vous en suis très reconnaissante si vous pouvez la compléter, ne serait-ce que pour avoir vos retours en termes de besoins pour des prochaines rencontres, puisqu'on va bientôt réaliser le prochain plan d'action du Handipact. Voilà ce que je pouvais vous partager sur ces dernières minutes. Vraiment, merci et désolée encore une fois pour le retour, pour le retard. Je pense qu'on était tous d'accord qu'on n'a pas vu le temps passer. Merci encore à Afida et à Géraldine et aussi à Florence qui étaient là en première partie pour leur intervention. Et puis à très bientôt du coup sur une prochaine rencontre. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre attention.